Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour des raisons géopolitiques sous-régionales, c'est-à-dire d'Afrique centrale, je vais ici vous traiter un sujet relatif à l'envers du décor France-Afrique à l'échelle d'Afrique centrale. Vous le savez très bien que l'Afrique centrale est à 90% francophone. Qui dit francophone dit France-Afrique. Qui dit France-Afrique dit la France. Qui dit la France dit dernier pays européen et ou occidental encore colonisateur d'Afrique. Lorsqu'il y a colonisation ou néocolonialisme, il y a tout forcément un mandataire pour protéger l'intérêt du mandant. Donc les mandataires chez nous, ce sont des contre-maîtres ou des dictateurs. D'ailleurs, l'Afrique centrale regroupe le plus grand nombre de dictateurs du continent noir. Cependant, pourquoi des guerres de succession en Guinée équatoriale, chez nous au Congo-Brazzaville et au Cameroun? Et pourquoi le risque d'embrasement de l'Afrique centrale est prévisible? D'abord, pourquoi des guerres de succession en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville et au Cameroun sont-elles en marche? C'est pour une simple signification. Dans trois contextes, ou sur trois contextes, à savoir politique, France-Afrique et géostratégique. Et en fait, c'est pour deux grands enjeux majeurs. L'enjeu déjà à l'échelle de ces pays et à l'échelle de la France-Afrique, donc à l'échelle française. Explication. La signification des guerres de succession en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville et au Cameroun porte à examiner des éclairages anthropologiques, c'est-à-dire humaines, au regard des enjeux de la respectabilité interraciale. Vous le savez très bien, pendant les manifestations contre les opérations Mbata Bakolo, en 2014 devant l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, tout justement sur l'avenue, à l'angle de la rue Paul Valéry et l'avenue Victor Hugo. J'avais alors répondu à un média africain que l'homme noir ou africain peut être intelligent, riche, etc., etc. Tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de respect des fondamentaux, du droit, de la société et de la civilisation, nous ne serons respectés nulle part dans le monde. D'ailleurs, Ketia Safou Bouanga, alors 21 ans, en 2012, écrivait aux éditions Edilivre ceci. Son livre fut paru aux éditions Edilivre ici en France en 2012, un livre de 40-45 pages, voilà. Mais il y avait du contenu. La jeune fille avait écrit ceci. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même.
Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir, qui nuit gravement à la respectabilité interraciale des Noirs et ou des Africains dans le monde. Sur ce point, il faut le reconnaître que depuis les pseudo-indépendances de l'Afrique noire, et en particulier de l'Afrique francophone, en proie au néocolonialisme français, ces mentalités des soi-disant intellectuels, lettrés, politiciens et militaires africains sont problématiques au regard des notions les plus insignifiantes de l'État. Le respect des règles communes, que ce soit au niveau administratif, au niveau des institutions, des pouvoirs et contre-pouvoirs, etc. Ben oui. Bref, les notions les plus insignifiantes du bien commun et ou du caractère impersonnel de l'État, bref, de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que les guerres de succession en cours en Guinée équatoriale et au Cameroun et dans notre pays reposent sur trois contextes, à savoir le contexte national, France-Afrique et géostratégique, c'est-à-dire à l'échelle planétaire. Explication. D'abord, les contextes nationaux. Qu'il s'agisse de la guerre ou qu'il s'agisse de la Guinée équatoriale, du Cameroun et de notre pays, où les familles régnantes nourrissent des desseins de succession de père à fils et où, au Cameroun par exemple, la transition à la tête de l'État s'annonce dans un contexte sécuritaire fortement dégradé. Il apparaît en effet que la perspective du vide politique qui laisse entrevoir le départ inéluctable du pouvoir des dirigeants suprêmes actuels a libéré des forces centrifuges antagonistes. Alimentées par des d'irréductibles rivalités au sein des clans présidentiels sur fond de tensions intercommunautaires dans notre pays, au Congo-Brazzaville et au Cameroun, ces guerres de succession sont porteuses des germes susceptibles de provoquer dans ces pays ce qu'on appelle quoi? Ce qu'on appelle le chaos. Les trois pays vont être dans une situation sociale et politique durable. Une situation d'instabilité sociale et politique durable. Et ce faisant, d'installer la sous-région d'Afrique centrale dans un chaos géopolitique généralisé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le contexte France-Afrique est celui de la réélection du président français Emmanuel Macron, le président de la France-Afrique, pour 5 ans, c'est-à-dire d'ici à 2027. En effet, la politique France-Afrique à venir d'Emmanuel Macron pourrait se reposer
selon les sources, d'un côté, sur la doctrine post-coloniale. On parle de doctrine, par exemple, pour le premier quinquennat de Emmanuel Macron, ce quinquennat était assis sur la doctrine coloniale. Maintenant, d'après les sources, ça va être assis sur la doctrine post-coloniale. C'est-à-dire, bon ben, on laisse faire pourvu que nos intérêts sont garantis. Par exemple, qui se battent là-bas pour la succession de gré à gré, on s'en fout. Pourvu que nos intérêts à court, moyen et long terme, France-Afrique, soient respectés dans ce pays. Que ce soit la succession de père à fils, qu'est-ce que ça peut faire? Pourvu que nos intérêts vitaux, stratégiques et autres, à court, moyen et à long terme, sont garantis. Et la fin ne justifiera pas les moyens employés pour les garantir. En fait, la nouvelle doctrine post-coloniale à venir du deuxième quinquennat du président Emmanuel Macron, selon les sources fiables, cette doctrine va se reposer sur deux stratégies de conservation de la France-Afrique. La première stratégie sera africaine, à travers les instances de gouvernance globale. Vous savez que parmi les instances de gouvernance globale, vous avez à l'échelle de notre pays, vous avez l'Union africaine, vous aviez la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, vous avez la CEMAC en Afrique centrale, vous avez la STADEC en Afrique australe, vous avez pour le Maghreb, vous avez tout ça à l'échelle de notre continent. En plus, l'ONU, le Conseil de sécurité, la Banque mondiale, toutes ces organisations mondiales du commerce, ce sont des instances de gouvernance globale, où la plupart de ces dirigeants ne sont pas élus, mais ils sont sous le contrôle des puissances occidentales. Ok? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, à travers ces instances de gouvernance globale à l'échelle de notre continent, Emmanuel Macron pourra agir pour la conservation de la France-Afrique. Il s'agira des moyens de pression France-Afrique contre les régimes politiques francophones ou africaines réfractaires à l'ordre néo- et ou post-colonial française en Afrique. Il faudra s'attendre à des pressions exercées par la diplomatie française du deuxième quinquennat de Emmanuel Macron sur l'Union africaine, la CEDEAO, dans l'Afrique de l'Ouest, la CEMAC en Afrique centrale. Vous avez par exemple pu voir en 2016 le ministre de l'économie et des finances du président François Hollande dire au ministre des Finances d'Afrique centrale, la zone CEMAC, que si vous quittez le franc CFA, la France vous apportera du terrorisme. Et bien voilà, si vous quittez le franc CFA, la France vous apportera du terrorisme. Donc vous voyez ce qui se passe au Sahel et ce qui se prépare déjà dans le golfe de Guinée. Et donc il faut en tenir compte de ces réalités historiques. Et donc, on peut s'attendre, comme ce qui se passe au Mali, des pressions à travers la CEDEAO, en Afrique centrale, les pressions à travers la CEMAC, ou à l'échelle continentale, c'est-à-dire l'Union africaine, etc., etc. Et n'oublions pas le refus d'octroyer des visas pour venir en France ou dans l'espace Schengen ou dans certaines personnalités, comme on en fait avec la Russie, avec les oligarques. Vous savez qu'il y a beaucoup d'oligarques qui sont en train
de mourir là, par-ci, par-là, en Europe, ici, par suicide, je ne sais pas. Ils ont des problèmes, ils ont vraiment la guerre en Ukraine et Russie, voilà, les dégâts sur l'oligarchie russe à l'étranger, hein, parce que là, c'est chichon, hein, il y a beaucoup de suicides. Et donc, mettre les pressions sur les consciences réfractaires à, à l'ordre France-Afrique. Que ce soit en Afrique comme dans la diaspora africaine, en France et ou en Occident. Et en particulier l'Occident européen. Dans la zone de l'espace Schengen. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième et dernière stratégie sera bien entendu européenne. Oui, à travers, peu à peu près, comme ce qui s'est passé en Russie, hein, comme là, en ce moment. Hein. Donc, vous avez vu, par exemple, on a vu que 17 pays, c'était comme 17 pays de l'Union européenne avaient posé des droits, des choses comme ça sur le Mali. Hein. Donc, contre le Mali, 17, ils ont signé. C'est comme si l'Afrique, si elle était unie, les gens réunissent toute l'Union africaine, on dit non, plus d'uranium qui va en Europe, plus de gaz, plus de ceci. Bon, vous voyez déjà ça, ou plus de. Voilà, donc vous imaginez. Donc c'est comme ça. Donc dernièrement, sur le Mali, il avait pris la décision de 17 pays pour damer les pions sur le Mali parce que s'est affranchi de la France-Afrique et s'est retourné vers le bloc Eurasien et en particulier la Russie pour sa sécurité. Mais non, on a dit non. Et le Mali est toujours là dans le baba. Donc l'Union européenne va être complice de cette problématique-là du maintien du néocolonialisme français en Afrique. Et donc il faut en tenir compte. La solidarité occidentale. Donc, il s'agira bien sûr, là, d'une réponse à venir contre le divorce contentieux entre la France et l'Afrique francophone. Et n'oublions pas qu'il y a la réorganisation géostratégique du monde est en cours pour faire tout simple. Le passage d'un monde unipolaire, c'est-à-dire dominé par l'Occident, l'Occident par translation, la France-Afrique qui est le cheval de foi aussi de l'Occident en Afrique. Passage d'un monde unipolaire à un monde bipolaire, oui, en ce moment on est dans un monde bipolaire, c'est-à-dire il y a l'Occident et le reste du monde. On se soumet à l'Occident ou si vous ne vous soumettez pas à l'Occident, vous avez ces conséquences à travers les instances de gouvernance globale. L'ONU, le Conseil de sécurité, le FMI, la Banque mondiale, tout ce que vous connaissez. Les instances de gouvernance globale qui sont sous les jours de l'Occident. Donc nous pourrons d'ici peu arriver à un monde multipolaire où même la Russie ou la Chine ou d'autres puissances qui émergent, qui cherchent à remettre en cause ou à mettre à plat toute l'organisation de cet ordre mondial à travers ces instances de gouvernance globale. Hein? Le Conseil de sécurité, l'Union africaine par exemple chez nous, la BCE, l'OTAN, point des trucs comme ça. Ce sont des rapports de force qui sont en cours. Et notre continent y compte beaucoup. D'abord pour les besoins de matières premières, que je vais vous en parler, que nous sommes au premier rang mondial. Des matières premières nécessaires aux technologies civiles, politiques et militaires et aux enjeux géostratégiques en cours, qui risquent de se terminer par un conflit majeur, si on n'y prend pas conscience. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, enfin, le contexte géopolitique du monde actuel va de plus en plus être problématique pour l'ordre occidental et par translation pour la France-Afrique en Afrique. Explication. Mettons sur la table les principes et valeurs occidentales. Parce que, ailleurs dans le monde, quand on parle de l'Occident, bon, on parle des principes, valeurs et autres.
bon, pour nous, bon, Africains, on est quand même gentils. Nous avons subi l'esclavage, la colonisation, les néocolonisations occidentales avec tout ce qu'on nous a fait du mal. Maintenant, certains pensent que les valeurs, bonnes valeurs sont occidentales. Alors qu'ils ont fait depuis 700 ans, ils nous ont fait que du mal jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est un problème de conscience et d'humanité. Donc nous avons des parts d'humanité. Parce que chez nous, Africains, Noirs, on a trois valeurs historiquement. Principales valeurs. Les valeurs de, de, de la vérité. Les valeurs de justice. Enfin, de la solidarité. Ça, nos valeurs historiquement. Et que le reste du monde nous a toujours eu parce qu'on s'attache à ça. En fait, nous sommes les plus humanisés du monde, les Noirs. Parce qu'on s'attache là. On ne va pas faire la guerre. Nous, c'est la solidarité, la justice, la vérité. Or, l'Occident, toi aussi, ADN, on peut dire ça, c'est la compétition, l'accumulation des richesses et puis la guerre. Retenez bien, il y a trois choses ensemble. Hein. Et ils ont la compétition, que le meilleur gagne. Deux, l'accumulation, on s'accumule, on accumule les richesses. C'est pourquoi on parle des pauvres riches. Ce sont des mots qui n'existaient pas chez nous, historiquement parlant. Maintenant là, c'est comme ça. Et trois, sinon, si on n'arrive pas à y parvenir pour avoir ces deux principes précités, c'est-à-dire l'accumulation, la richesse et la compétition, si on n'arrive pas, on fait la guerre. Et c'est ça. Ok, chez nous, c'est toujours, on cherche la paix, la paix, la paix. Ok? Donc, on va aller voir un peu le contenu des principes et valeurs occidentales telles qu'elles sont vendues à nous, Africains et autres partout dans le monde. Et qui, aujourd'hui, la plupart des consciences commencent à être réfractaires, surtout en Afrique, par rapport à ces valeurs-là qui n'ont rien apporté. Et que l'Occident, donc, on travaille que pour son compte. Les valeurs-là, que je veux principes valeurs-là, sont seulement pour eux, pour quand leurs intérêts sont respectés. Quand leurs intérêts ne sont pas respectés, bon, on s'en fout. Bon, parmi ces principes et valeurs, il faut les retenir, que nous avions suivi, les libertés fondamentales. Un, les libertés fondamentales. Vous le verrez en Occident ici, c'est un état d'esprit. Mais or, chez nous, c'est que désolation. L'Occident n'a cessé de nous priver des libertés fondamentales à l'échelle africaine. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, d'association, la liberté de conscience, etc. Allez voir à l'échelle déjà de la zone France-Afrique, mais pour ce qui concerne les libertés fondamentales, mais c'est une note de 1 sur 20 en Afrique francophone, en France-Afrique. On pourra arriver à la note de 10 sur 20 dans la zone anglophone et ou lysophone d'Afrique. Vous imaginez le différentiel. En Afrique anglophone et lysophone qui sont affranchis de l'Afrique quelque part, mais les libertés fondamentales sont moins respectées, au moins jusqu'à la moyenne, 10 sur 20. Mais chez nous, c'est 1 sur 20. Si je veux corriger les épreuves de ça, je donne 1 sur 20 à la France-Afrique. Donc, ils n'ont pas de monopole d'aller vendre les libertés fondamentales ni à la Russie, ni au bloc eurasien, puisque dans la zone France-Afrique, voilà les résultats. On est bien d'accord? Après, les libertés fondamentales, ce sont les droits fondamentaux. Quand on voit ici en Occident, on se bat pour les droits fondamentaux. Ici, c'est un état d'esprit. Quand il vous arrive des soucis, il y a des règles, il y a des lois, il y a des règlements et tout compagnie sont là, on faut agir sur ça, des justices. Bien sûr qu'il y a les inégalités, il y a beaucoup de choses, mais il faut dire qu'il y a quand même, c'est respecté. En termes, vos droits sont respectés. Il suffit d'avoir bon, aller voir les avocats et aller, beaucoup de choses qui peuvent passer. Hein. Il y a des solidarités ici sur les droits fondamentaux. Or, chez nous, en zone France-Afrique, vous avez par exemple le général Mokoko qui s'est présenté aux élections présidentielles de 2016 et il coupé en prison depuis 6 ans déjà pour avoir gagné les élections et conspiré par la France sous le président François Hollande avec la conspiration entre deux France-Africains
néocolonial, Jean-Yves Olivier, et l'ancien ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, Jacques Vidon. Ils ont conspiré et Mokoko Coupi encore en prison. Vous voyez ça en termes d'humanité, de conscience. Hein? Vous savez que quand vous avez tout gagné ou perdu dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit 4 caractéristiques qui nous font de l'humanité. La raison, la liberté, la dignité et la conscience. Et donc, quand on voit ces gens-là, quand ils ont l'air conscience, comment on peut mettre quelqu'un qui est allé se présenter à une élection et qui coupe aujourd'hui en prison? Vous imaginez? Et ce n'est pas tout. Au Cameroun, le professeur Maurice Kanto, élu en 2018, on l'a emprisonné pendant 9 mois. Il y a eu des pressions là-bas parce que les réseaux là-bas, on sait que c'est les Bamileke, ils sont quand même puissants. Donc ils ont mis les pressions par-ci par-là et on était libérés. Et là, il est sans trône. On est aux zones France-Afrique. Au Gabon, pareil. Jean Ping. Et lui, il est là. Sans trône depuis 2016. Mais ce n'est pas tout. On a installé des dynasties au Togo. En 2005, la suite à la connaît. On a installé les dynasties au Gabon, au Mabongo, par Ali Bongo en 2009. Et là, en 2021, Emmanuel Macron venait d'installer une dynastie au Tchad. Vous imaginez? Donc ça répond quelque part à l'ADN occidental. Et donc, vous imaginez? Et donc, ces droits fondamentaux sont bafoués. Le but de la condition humaine, sociale, existentielle est bafoué dans la zone France-Afrique complètement. Et donc, vous avez là des problèmes, des soucis que l'Occident a désormais une mauvaise image en Afrique. Alors que, bon, durant les indépendances, jusqu'à des années autres, on pensait qu'à la France, maintenant, là, les gens viennent de comprendre que bon, c'est l'Occident. Le troisième des principes valeurs, c'est la valeur de souveraineté des peuples. Vous avez vu en Afrique centrale, comme en Afrique de l'Ouest, qu'il y a des changements de constitution sans fin, des hold-up électoraux sans fin, et maintenant les pouvoirs de gré à gré et ou par des successions père en fils, et pourquoi me dit-on encore? Quatrièmement, des principes valeurs occidentales, c'est la démocratie. Ben oui. Il faut dire que dans 99% des cas, la démocratie n'est pas appliquée en Afrique francophone. Anglophone ou lusophone, peut-être, mais nous, en Afrique francophone, rien du tout. Et donc, sur ce point, l'Eurasie, comment il regarde? Il dit, ah tiens, l'Eurasie, c'est la Russie, la Chine et le reste du monde, où des régimes sont parfois des régimes, certes totalitaires ou tyranniques et autres, mais ce sont des régimes qui sont des régimes parfois qui respectent le but de la condition humaine, sociale et existentielle, contrairement au régime France-Afrique, où le plus grand nombre d'Africains francophones sont à l'étranger. Ils fuient les pressions exercées par ces dictateurs contre ces élites, la fuite des cerveaux, et autres tellement que, voilà, vous imaginez. D'ailleurs, l'Afrique francophone est en retard par rapport à l'Afrique anglophone ou lusophone et autres. Et pourtant, elle a des moyens vraiment énormes pour avancer. Mais non. Donc, du côté eurasien, on s'est dit, bon, ben, nous, on n'est pas comme les Occidentaux. Hein. On est anticolonialiste. Voilà, nous voulons un monde multipolaire. Donc, barrez-vous de la France-Afrique, barrez-vous de l'Occident. Ce qui se dessine. Vous avez par exemple pu voir les jeunes Africains, quand ils prennent le pouvoir aujourd'hui, ils fuient la France ou l'Occident. Vous imaginez? Je vous l'ai dit que dans les relations humaines ou même diplomatiques et autres, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance tisse les liens. Même dans les affaires diplomatiques et autres, quand on a confiance, les relations diplomatiques et autres, ils sont chaleureuses. Et autres, on fait des affaires. On ne va pas maintenir ces relations soi-disant chaleureuses par la force, par les matières d'éducateurs. Le deuxième des relations sociales, les paramètres, il y a la méfiance. Quand on ne fait plus confiance à quelqu'un, bon,
La confiance déjà, la confiance tisse les liens, la méfiance dessert les liens. Et donc quand on voit dans toute l'Afrique francophone, on est là, on connaît bien, on parle entre nous, on dit non, tout le monde est en méfiance envers la France. Et quand on n'a plus confiance, c'est-à-dire la confiance devient répétitive, la méfiance devient répétitive, bon ben on rentre dans la défiance, évidemment. Et donc les tensions en cours entre la France et ses ex-colonies actuelles, qui placent des successions de gré à gré ou de dynasties, ils vont certainement virer à 180 degrés parce que les pressions déjà intercommunautaires et culturelles et des enjeux actuels et autres, l'image, la respectabilité interraciale, que, attends, mais vous allez encore continuer à servir, quoi? Et vous avez vu ce qui s'est passé de la guerre en Ukraine, où les Ukrainiens sont accueillis dans toute l'Europe avec les honneurs, et alors que les immigrés africains qui fuient les dynasties ou les dictatures France-Afrique arrivent ici sont comme des rats. Et donc la respectabilité interraciale est là. Donc tant que l'Afrique ne sera pas debout, l'homme noir peut être intelligent, riche et autre partout dans le monde, il ne sera jamais respecté. Jamais respecté. Donc pour être respecté, c'est d'abord là-bas, l'Afrique. Il faut que nous commencions déjà à respecter les fondamentaux de la société et de la civilisation. C'est-à-dire le respect des règles communes, les lois, règlements, les constitutions, les institutions, les administrations, les accords bilatéraux, multilatéraux et autres. Voilà, donc c'est ça déjà. Que ces pays-là ne sont pas votre bien commun, votre bien commun familial, non. C'est le bien commun de tous. Donc on vient, on sait un peu de service, c'est comme une maison, on construit brique par brique, je viens, je pose ma brique, le prochain va venir poser sa brique et ça continue, on construit une maison. Mais c'est pas que toi tu dis non, mais j'attends l'argent, que c'est moi qui va tout construire, et après, bon ben, si je ne peux pas, bon, je laisse ça à mon fils, voilà, donc c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc on regarde ces principales valeurs de l'Occident qui deviennent quelque part caduques ou avariées au regard des jeunes africains aujourd'hui qui sont maintenant de plus en plus sur les médias et réseaux sociaux, qui partagent les infos, ils voient la réalité occidentale, comme on l'appelle, le vrai visage de l'Occident. Et donc l'Occident est en train de montrer son vrai visage que beaucoup sont en train d'observer. Ok? Très bien. Donc, sur ce point, il faut se dire que là, il faut se dire que oui, de ce qui précède. Alors, pourquoi le risque d'embrasement de l'Afrique centrale est prévisible? C'est pour une simple raison. Elle est géostratégique, occidentale et ou française au regard de la réorganisation mondiale actuelle. Explication. L'Occident ou la France n'a pas de matière première. Ben oui. Pétrole, gaz, minerais, terres rares, etc. Non. Mais pour la conservation de son rang mondial, la conservation de la place de l'Occident dans le monde, donc ces gens-là, ils sont obligés d'aller vers l'Afrique. Parce qu'il faut retenir les trois blocs fournisseurs de matières premières à l'échelle planétaire. Le premier bloc, c'est nous, l'Afrique. Gaz, pétrole, minerais, terres rares, eau. Le deuxième, c'est la Russie. Pareil. Et le troisième, c'est le bloc arabo-musulman pour le gaz et le pétrole. On pourra ajouter, quatrièmement, c'est l'Amérique latine, en particulier l'Amérique du Sud. Cinquième, on peut ajouter l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, il faut le reconnaître. Et sixième et dernier, c'est l'Europe. Mais comment mettait-il son rang mondial alors qu'elle n'a pas de matière première? C'est tous les questionnements. Donc vous le saviez très bien qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, bon, s'est installé à l'échelle planétaire le deuxième ordre mondial. Le premier fut celui de le partage de l'Afrique
de 1884 à 1885, la conférence de Berlin. Ça fut fracassé par les deux guerres mondiales. Maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, bon, on a émis ce qu'on appelle le deuxième ordre mondial. Cet ordre mondial a existé jusqu'à peu près, euh, jusqu'à la fin du mur de Berlin en 1989. Ok? Donc, monde unipolaire. Et avec voilà, les tendances aussi bipolaires parce qu'il y avait les blocs américains et Union soviétique, donc c'était la guerre froide. Ok? Mais après la mur de Berlin, donc il y a eu chamboulement. Donc ce que j'ai défini moi, le troisième ordre mondial, mais en réalité, ce fut l'apogée de l'Occident. C'est-à-dire entre 1989 à 2010 à peu près. Là où l'Occident, le monde entier, sont bavus. La Russie était dans le baba de Boris Yeltsin des années 90 à 2000, voilà. Donc, c'était, voilà. Donc là, la Chine n'était pas encore ce qu'elle est. Mais après, bon, à partir de 2000, ça commence à se chambrer à peu près. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à l'apogée de ce troisième ordre mondial, qui fut unipolaire. Donc, mais notons au passage que nous, depuis ces temps-là jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique est toujours victime de la balkanisation, de, du terrorisme, des dictateurs, de la conservation du chaos et autres. Bon, ça cache quoi? Ça cache que, bon, ben, il faut maintenir l'ordre occidental, parce que l'Afrique, c'est parce que la Russie là-bas, ils savent protéger les matières premières, hein, ils savent, ils font les chantages, ils coupent, ils font, voilà. Ils ont, c'est un moyen de pression. Le monde arabo-musulman pour le pétrole-gaz, c'est pareil. Ils ne lâchent pas. Mais là, oui, on peut prendre comme on rentre dans un moulin. Donc, c'est chez nous en Afrique. Donc, d'où l'intérêt pour l'Occident de continuer à maintenir les pions voilà, qui sont là, comme la France-Afrique joue là, hein, avec les pions là. Mais vous savez que toute chose a un départ et un terminus. Une chose, toute chose a toujours un début et une fin. Donc, cette conservation du chaos est désormais bien documentée, partagée par la jeunesse africaine éduquée, qui influe sur les dirigeants de leur pays, dictateurs ou non, pions de la France-Afrique ou non, sur les enjeux du continent. Et donc vous avez par exemple pu voir en Afrique de l'Ouest, et notamment au Mali, les gens s'est retournés plus vers l'Occident. Donc c'est un processus en cours. Et ce divorce, quand on sait là qui est là, la France, surtout à la zone France-Afrique, pas question. Donc les tensions vont être en cours, puisque la France dit, bon ben, dans le deuxième quinquennat de Emmanuel Macron, dit non, ben écoutez, bon, on vous comprend parce que déjà Emmanuel Macron a une sale image en Afrique et francophone. Et n'oublions pas que Jean-Yves Le on va partir, il n'y aura plus cette diplomatie suicidaire de la France en Afrique. Bon, peut-être ce sera Saint-Paul, on change Saint-Paul par Saint-Paul, donc voilà, on ne sait pas. Bon, mais la France est en difficulté en Afrique. Mais il y a aussi ces enjeux géostratégiques-là. Et donc la Russie, si elle gagne cette guerre-là, elle pourra damer les pions à la France en Afrique. Je vous dis sincèrement, il risque des tensions énormes entre la France et la Russie en Afrique. Parce que la Russie, la confiance est là. Donc, la Russie sur le plan sécuritaire, la Chine sur le plan économique, l'Afrique a gagné ses matières premières. Et l'Occident ne veut pas ça, ne veut pas, surtout pas ça. Que ça devient dangereux puisque la Russie a la force militaire qui peut les protéger en Afrique et la Chine. Et la Chine a l'économie, si bien que ces dernières années, vous avez vu par exemple au cours de ces 5 dernières années, la Chine certes a amélioré son image en Afrique, en ce qui concerne l'exploitation des matières premières. Et là où il faisait n'importe quoi, il dit, ah, il faut maintenant respecter pour qu'on ait de confiance envers voilà, donc, comme au départ de la Chine. Donc, il y a des tensions en cours là. Donc, en fait, la réorganisation du monde est en cours. Et donc, nous allons pas à pas vers un monde multipolaire de forces diplomatiques, économiques, monétaires, commerciales et militaires. On est d'accord?
et des mondes de plus en plus métissés. Vous le savez que le métissage est l'avenir du monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour résumer toute cette analyse ou cette réflexion à la fois citoyenne, intellectuelle et politique, je vous dis simplement que au Congo-Brazzaville, comme au Cameroun, et n'oublions pas, peut-être au Guinée équatoriale, entre guillemets, mais au Congo, Gabon, au Congo et le Cameroun, la succession père en fils va avoir des soucis, des risques d'embrasement. À l'échelle de notre pays, au Congo, on le sait bien, tout sauf Denis Kissé Sassou Nguesso. Déjà, le clan est divisé. Et beaucoup comprennent déjà ces enjeux-là. Que nous, Africains, on devient les pestiférés en Occident européen. Mais combien de fois, si et seulement si, l'Afrique descend très bas. Mais nous serons encore, voilà, parce que là, même si ils ont des intérêts chez nous, ils nous traitent comme ça, mais combien de fois quand nous serons vraiment autres. Donc, il faut en tenir compte de ça, que au Congo-Brazzaville, ce qui va se passer de du deuxième quinquennat de Emmanuel Macron, un, il va certainement virer Jean-Yves Le Drian. Et c'est la raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso tremble. Parce que ça faisait partie de ses réseaux d'influence et autres. Deux, il mettra des pressions sur Sassou Nguesso pour libérer les prisonniers politiques, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko et le ministre André Komis Salissa, pour apaiser les tensions. Déjà là. Quant au sort de Denis Sassou Nguesso, je ne le sais pas. Ici, ils ont leur stratégie. Mais nous aussi, individuellement, collectivement, au niveau civil, politique et militaire, on devait prendre notre responsabilité de paix. Mais si vous les laissez, la France va mettre ça en action avec ses alliés. Et on ne sait pas, c'est souvent les solutions que la France de Macron entreprend, ben, elles sont souvent mauvaises pour nous. On a vu au Tchad, hein. On en a vu au Tchad. Et donc, vous voyez déjà ça. Sachant que Emmanuel Macron est fan de Paul Kagame. Est-ce qu'il voilà, il va peut-être passer par Paul Kagame pour éjecter Sassou Nguesso et placer son fiston? Mais là, c'est l'embrasement. Là, c'est sûr. Donc, dans les réseaux de Londres, on travaille, on informe les autres civils politiques et militaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà la situation qui est là. Donc, Emmanuel Macron va certainement imposer à Sassou Nguesso de guerre ou de force de libérer les prisonniers politiques. Maintenant, quand on sort de Sassou Nguesso, je ne sais pas. Ça dépend de Emmanuel Macron ici, puisque nous, là-bas, on ne sait jamais, mais en attendant. Mais troisièmement, les tensions géostratégiques vont être de plus en plus élevées entre notre pays et la France au regard des deux blocs, occidental et Eurasien. Sachant que chez nous aujourd'hui, il y a 60% de tous les réseaux d'influence, d'intelligence, d'intellectuels, des politiciens militaires, ils sont plus maintenant, ils regardent plus vers l'Eurasie, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Ils ne sont plus que 40% qui regardent l'Occident et autres. Donc il y a des bouleversements là en cours. Nous sachons que nous sommes en présence d'une grande puissance énergétique, de matières premières, terres rares et minéraux, premier rang mondial des ressources naturelles, la République a démocratisé du Congo. Donc, il faut en tenir compte de ces rapports de force géostratégiques et qui se dessinent. Nous suivons la situation, mais c'est ça l'enjeu. Mais quant au Cameroun, il me semble que si, d'après les informations, il y a trois possibilités. La première possibilité, donc, c'est que les autres, les gars de Biya, ils voulaient les faire les Aoussa, de gré à gré. Peut-être la France sera peut-être au courant. Ou simplement libérer, donner le pouvoir à Maurice Kamto. Or, là-bas, vous savez, hein, la France ne veut pas de Bamileke au pouvoir. Ils sont très entreprenants, très... Voilà, donc vous imaginez là-bas. Donc, c'est quelque chose, je ne veux pas vous dire parce que les Cameroun, je connais très bien la géopolitique de la région, il y a des choses qu'on ne va pas dire. Hein.
Donc le Cameroun, il y a, bon, je voulais donner 10% de ce qu'on peut dire, hein, mais il y a des choses où on ne dit pas. Ok, très bien. Allez, bonne chance et likez et partagez pour l'intérêt général, pour l'intérêt de l'Afrique, pour l'intérêt des libertés, pour l'intérêt de la souveraineté des peuples, pour l'intérêt de la société et de la civilisation. À bientôt.